Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Les transformations sociales et culturelles contribuent donc à accroître considérablement le nombre de personnes victimes de la dépression nerveuse. Et comme on le sait, dans les poubelles et les lieux lugubres des grandes villes du Cameroun, on constate qu'il y a des personnes qui vivent à ces endroits. Donc aujourd'hui, des victimes de la dépression nerveuse se comptent justement à l'appel dans notre pays. L'autre cause de la dépression nerveuse est bien entendu la déception amoureuse. Et c'est là l'arrêt de cette autre édition de Regard social, ce soir donc sur Equinox Télévision. Et vous allez d'ailleurs le constater dans ce reportage, le grand reportage qui permet de planter le décor de ce que vous aurez à vivre au cours de cette édition. Et la seconde partie est consacrée au décryptage des experts de qualité et triés sur le volet. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Flavien Dongo au micro. Merci de faire confiance à Equinox et de regarder davantage Regard social. Pour cette première partie, nous avons deux cas sur ce plateau. Il y a bien entendu Mbianya Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Flavien. Et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. De Regard social, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes l'oncle de Madame Kayo Fokam Dorimen. Effectivement, oui. Qui est votre nièce, telle que vous nous l'avez présentée. Si, et qui subit une sorte de dépression mentale depuis pratiquement 2014. Depuis 2014, effectivement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, disons qu'en 2014, quand on affecte son mari, elle est enseignante à Fumbout. Quand on affecte son mari, le mari se déplace avec toute sa famille, donc tous les enfants. Quelques mois, il fallait prendre la rentrée scolaire. Quelques mois après, quand elle va rendre visite aux enfants, elle arrive, elle rencontre sa bonne chez elle. Et depuis là, elle est tombée dans des problèmes. En 2014, je l'ai amenée dans un centre à Banjul. On a essayé de la traiter. Elle a fait l'année scolaire 2015-2016. Elle a rechuté dernièrement et puis depuis là, elle ne parvient pas à se retrouver. Alors vous dites qu'elle était chez elle. Elle a fait venir une fillette, en tout cas âgée de pratiquement 4 ans à l'époque. Non, 10 ans. 10 ans, effectivement. Et qui a grandi entre-temps. Effectivement. Et elle lui a permis de repartir à l'école. Voilà. Donc quand elle se marie, elle prend une fille de 10 ans. Quand elle a commencé à faire sa maternité, elle a pris une fille de 10 ans qui gardait ses enfants. Elle a dit, en souvenir, il faut continuer à l'école. De 10 ans à 14 ans, quand la fille prend la première grossesse, elle croit que c'est la puberté. Et elle décide de remercier l'enfant en la ramenant chez eux. Le mari va prendre la fille et l'amène chez ses parents. Donc les parents du mari. Là-bas, il l'inscrit à l'école. Elle commence à fréquenter. Pendant que ma nièce, elle croit que elle était en mariage, donc elle ne savait même pas que le premier enfant était l'enfant de son mari. Bon, dehors, le mari a fait 2 enfants avec la fille au mariage. Et puis quand on l'affecte, quand elle rencontre sa bonne chez elle, la bonne était avec sa 3e grossesse. C'est comme ça qu'elle est tombée dans la dépression et depuis, on ne parvient pas à la maîtriser. Alors, je voudrais bien que ce soit davantage compris par les téléspectateurs. Vous dites bien que lorsque la jeune dame est à la maison, elle joue le rôle de fille de maison, effectivement, vers l'école, elle a 14 ans, elle tombe enceinte, première grossesse, et elle ne cherche pas à savoir qui est l'auteur de la grossesse. Non, c'est les choses qui se sont passées à Bafoussam. Quand elle a eu la grossesse, elle a ramené chez ses parents. Oui. Et elle est allée accoucher là-bas. Elle a même pris la peine d'aller saluer le bébé avec son mari. C'est plus tard que certains bouches commencent à lui dire, est-ce que tu sais que l'enfant là, c'est l'enfant de ton mari? Elle n'en croyait pas. Bon, le mari a pris le soin de reprendre la fille, aller l'inscrire dans le lycée dans lequel il enseignait. Et c'est comme ça que la fille émergeait. Aujourd'hui, il y a eu un deuxième enfant? Un deuxième enfant. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Troisième enfant. Oui. Et c'est quand il quitte pour aller rendre visite à son époux? Et voilà qu'il rencontre la dame avec la 3e grossesse, puisque le monsieur est avec les enfants et la bonne. Pendant que ma nièce... Celle qui était sa bonne hier. Effectivement. Et qui est devenue sa co-épouse aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et c'est son mari qui est le père de ces 3 enfants. Le mari est le père. Et la fille est dans le foyer au moment où je vous parle.
Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'elle arrive et trouve la situation? Oui, bon, on l'a même d'abord fermé dehors et puis la bonne a commencé à laver la vaisselle, lui verser de l'eau. Elle a fait presque 3 jours là-bas, puisque s'il faut citer, je ne sais pas s'il faut être très précis là-dessus. Bon, on lui a versé de l'eau. C'est quand elle est revenue sur Bafoussam qu'elle a commencé à déprimer. C'est là où c'est avec la police ici qu'il est arrêté. Qu'est-ce qu'elle disait lorsqu'elle est revenue de Bafoussam? Bon, elle est flattée par le grade. Elle dit qu'elle est générale, elle est prix Nobel de la paix. C'est par amour qu'elle revient nous voir, elle est nommée, ainsi de suite. Donc quand vous causez, apparemment, bon, depuis elle a perdu le sourire, hein, parce que vous ne pouvez vraiment pas dialoguer. Vous pouvez lui poser une question, elle vous répond. Bon, c'est une fille à ses côtés, elle a eu un BTS en 2000, elle a fait les Nièges, oui, c'est les Nièges ou les Nies. Elle est enseignante à Fumbout, oui. Donc elle a un capiège. Elle est enseignante. Elle est enseignante de formation. Elle continue d'enseigner? Elle a oublié la craie. Quand nous étions au Cabanon, dans la salle, nous étions 2, pour ceux qui connaissent le Cabanon. Alors, vous parlez du Cabanon, c'est le service de psychiatrie à l'hôpital La Quintini de Douala. Oui. Bon, il lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit que non, tonton, c'est vous qui ne savez pas qui suis-je. C'est pas honneur pour vous que je viens souvent vous rendre visite. Ben, je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Je suis général. Pour l'amener là-bas, de l'entrée de la Quintini, on a dépensé presque 12 000 francs pour l'amener. Elle se disait générale, elle ne parvenait pas à bouger. Donc c'est comme ça qu'elle vit. Et puis franchement, on ne comprend rien. Elle ne s'accepte pas malade. Tout ce que nous faisons, on est contre elle. Donc elle ne s'accepte pas malade. Nous allons davantage vous écouter tout au long de cette émission. Et juste à ma droite, il y a Emilienne Tekani. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, vous êtes la sœur aînée de Monique, qui est également dans la rue depuis 2014. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Monique, ses débuts, c'est après son CAP. Elle nous a dit qu'elle est amoureuse de quelqu'un, son petit ami. Ils étaient ensemble là, bien. Un beau matin, Monique dit, elle a son anniversaire, oui, il n'y a pas de problème, va. Elle a fêté l'anniversaire bien même. Elle a décidé qu'elle allait rester avec son ami. Tu ne vas plus à l'école, oui. Elle est partie rester. La maman a parlé, elle est là. Voici Monique qui est dans le mariage. Elle vivait maritalement avec son gars. Bien même. Un enfant, ça va. Le deuxième enfant. Donc l'enfant a eu à peine 6 mois. Les problèmes ont commencé. Monique rentre, non. Elle est dans le mariage. Elle est restée jusqu'à ce que son amie, une de ses copines, donc celle qui a eu à leur faire la connaissance liée, le mariage, je ne sais pas si c'est ce que je peux dire. Celle qui a facilité leur relation. Leur rencontre. Oui, elle est venue un beau matin, elle dit, Monique, j'ai vu ton type avec une de mes soeurs là. Il paraît qu'il va épouser celle-là parce que celle-là est de chez nous. Toi, ton temps est déjà passé. Voilà que Monique demande, mais mon temps est passé, c'est les enfants, moi j'ai fait les enfants, est-ce que mon temps est passé? Donc il a le droit de m'épouser aussi. La fille dit non. Là voilà, la même fille qui les a liés, il paraît que c'est elle qui fait le même travail de l'autre côté. Pendant ce temps, la maman du gars est en train de menacer ma petite soeur avec les paroles. Quand je vais là-bas, je dis à la petite soeur, mais si ça ne va pas, rentre chez toi. Maman t'a envoyé en mariage. Non, maman te demande de rentrer. Elle était très amoureuse. Jusqu'au le fameux jour qu'elle allait accoucher sa deuxième fille à l'hôpital. Dès qu'elle a accouché 2-3 jours, on appelle le monsieur, il vient. Il n'a pas refusé. Galant, il était là, il a tout fait. Dès qu'on sort, c'est là où il dit ouvertement, cherchez la route de chez vous.
Elle n'a pas su, elle n'était pas là, elle est rentrée chez le monsieur. 2-3 jours. Voilà ma soeur qui revient. Mamie, il y a quoi aujourd'hui? Comment tu es comme ça? Elle me regarde d'abord et dit, ton problème avec moi c'est quoi? C'est comme ça, vous êtes toujours jaloux, laisse-moi. Je dis, c'est quoi l'enfant? C'est là où la voisine me dit qu'il paraît que ça ne va pas. Elle te blâme, l'enfant est où? Quand la voisine sort, c'était l'une de ses copines intimes. Elle sort, elle voit l'enfant chez le gars. Elle dit que mais c'est comment? Le gars dit que mais c'est comment quoi? Si ça ne va pas, prenez même l'enfant, vous partez. Ma petite soeur est revenue, elle a porté ses pieds, elle est partie, porter l'enfant là où elle était. Revenue à la maison. Ah, je regarde. C'est comment? Les habits. La jupe qu'elle avait. Elle a enlevé. Oui, il y a quoi? Laissez-moi. Vous voulez dire qu'elle a commencé à se déshabiller? Oui, elle a devant commencé. Oui, elle a commencé devant moi. Je reste. Je dis, mais je suis en train de voir la télé où je... C'est comment? Je l'arrête, je fais semblant de l'habiller comme j'étais encore un peu. Ah, elle me regarde. Un regard, je sens seulement comme s'il y a une puissance qui venait à elle. Elle a déchaîné. Elle dit qu'elle a jalousie. Je veux faire quelque chose au type là. Je veux lui faire quelque chose. Il m'a fait sortir. Il croit que sa femme là est belle que... Il t'a fait sortir comment? Peut-être l'enfant. L'enfant pleure. Elle n'a plus le temps. C'est comme ça que ma maman, elle avait aussi sa force. La femme de Touya a porté l'enfant pendant que nous on bagarrait avec le... Ah. Qu'est-ce qu'elle faisait concrètement à cet instant-là? Rien. Elle était, donc comme elle était nouvellement mariée, elle était rien qu'à la maison. Oui, j'ai dit, lorsqu'elle est venue à la maison, elle a commencé à se déshabiller. Oui, elle s'est déshabillée, elle bavardait, elle lançait n'importe quel... Donc comme ce n'était pas encore bien forte là, donc on se disait peut-être que ou elle est seulement fâchée, elle va aller bagarrer. Oui, on l'observait seulement, mais on voyait... Donc, comme j'étais moi et la maman, ce n'était pas facile. On n'avait jamais vu un truc comme ça. Et à quel moment elle part de la maison? C'est au moment... Elle a d'abord fugué la première fois son enfant avec 6 mois. Elle est partie chez le gars. Le gars l'a chassée. La maman du gars même a chassé. Elle est venue. Donc, c'est une connaissance qui nous a amenés à village. Là-bas, elle est un peu calmée. Elle regardait l'enfant. Après, ça a encore recommencé. Elle s'est déshabillée. C'est peut-être en 2004 ou 2006 comme ça. Elle s'est retrouvée. Elle a finalement dit non. Elle s'est retrouvée dans la rue. On ne la voyait plus. Et l'enfant est resté comme ça à maman. Jusqu'à ce qu'elle a fait les deux autres là dans la rue. On ne sait pas qui est le père. Alors, lorsqu'elle perd la raison, elle se retrouve dans la rue, elle dort là-bas, elle fait tout. Vous ne la voyez plus durant des semaines, des mois. Des mois. Et un jour, on vous appelle qu'elle est enceinte. Elle a fait presque... Pour le premier enfant. Premier enfant, 6 mois. Elle est revenue. Elle est encore repartie. Elle a fait pratiquement 1 an. Quand elle est revenue, elle était déjà presque à terme. C'est même la voisine qui nous a dit qu'elle est à terme. Est-ce qu'elle vous a dit qui était l'auteur de la grossesse? Au moment là, même quand tu parlais, comme c'est toujours moi qui étais devant moi, elle dit encore toi. C'est vous qui vous entendez pour prendre les enfants des gens. Je dis que non, c'est même pas moi. Je l'envoie alors vers la voisine. Elle dit que mais tu vois quoi? Après même tu lui poses la question, elle ne répond plus. Ok, elle accouche le premier bébé, elle vous laisse l'enfant, elle repart. Oui, elle s'est encore retrouvée dans la rue. Mais on a commencé les premiers soins quand elle avait le premier garçon qu'elle a fait dans la rue. On nous a envoyé à village. Comme ça allait déjà, elle s'est un peu calmée. À village de chez qui? Chez les sœurs du Sacré-Cœur. C'est un hôpital qui aide un peu à soigner les... Ça n'a pas marché.
Elle est retournée dans la rue, elle a continué à vivre comme ça. Comme aujourd'hui. Elle mange dans les poubelles, elle fonctionne bizarrement. Elle ne vous cherche plus jusqu'à ce qu'elle revienne avec une autre. qu'on vous appelle de l'hôpital de Nebel. Oui, qu'elle a accouché. Elle a accouché. Oui, et voilà son enfant que j'ai. C'est l'enfant. Et voilà l'enfant là-bas. Elle a accouché au marché des chèvres. Oui. Oui. C'est toujours une connaissance qui est allée appeler la police. La police a pris l'enfant, allé déposer à l'hôpital et saisi les gens du service social. Il paraît qu'il y a même une assistance sociale là-bas. Oui, c'est eux qui ont pris la charge pendant deux mois, ou trop 2 mois. Quand on a appelé la famille, on les a expliqué le problème. Ils ont dit qu'ils peuvent m'aider si je récupère l'enfant. J'ai récupéré l'enfant. Je ne sais même plus, j'appelle même le numéro de la personne. Ça ne passe pas. Donc je me suis retrouvé à Equinox comme ça. Alors, aujourd'hui, votre sœur est dans la rue. Elle a fait 2 enfants dans cet état. Est-ce qu'elle reconnaît ses enfants? Elle vient souvent les voir? Elle ne vient pas. Moi-même, sa propre sœur. Dernièrement, on m'a appelé qu'elle est à Bali. Je suis allé là-bas. J'ai même acheté quelque chose, lui rapporter. Elle a pris. Quand je veux l'adresser la parole, elle me demande. Elle me regarde. Elle commence à rire. Après, elle me fait les mains. Je me tourne, je me place devant elle. Elle ne me regarde même pas. Elle commence à rire. Elle ne m'a même pas adressé la parole au moment là. Vous savez où elle passe ses nuits? Parfois elle est à Bali, parfois elle est comme ça. Dernièrement, je l'ai vue au 2e, elle était il y avait une poubelle là. C'est là où elle était assise. J'ai pris le courage, j'ai dit ouais, on rentre à la maison, non, mon ami. Ma fille. Après elle dit ne me gêne pas. Voilà le mot qu'elle m'a répondu jusqu'à ce que je suis quitté de là. Elle n'a plus parlé. Et comment est-ce qu'elle vit? Elle mange quoi? Je ne la vois pas, je sais qu'elle mange comme... peut-être elle mange dans la poubelle. Peut-être elle mange avec ses amis. Je ne sais pas. Je ne la vois pas. Alors vous dites que tout ça c'est à cause de... C'est une déception amoureuse. Si mon mot est bien placé, parce que moi-même je ne sais pas. Je sais qu'elle a quitté chez son mari avant de tomber malade. Donc elle a été déçue. Ça doit être une déception amoureuse. Et vous êtes aujourd'hui responsable de 2 enfants, au-delà de vos enfants en fait. Vous avez 2 autres enfants à votre charge, les enfants de Monique. 2. Vous connaissez leurs parents? Non, leur papa? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ils n'ont pas d'acte de naissance, ils ne vont pas à l'école. Comment est-ce que vous vivez avec eux? Je ne sais pas comment elle veut parler. Je vis comme ça au jour le jour. C'est trop pénible. Quand je les vois même, je n'arrive même pas. Avant, je faisais un call box. Avec le call box et 2 enfants et leur grande soeur qui est à l'école. Qu'est-ce que le call box va me donner jusqu'à... Je vais nourrir les enfants là et nourrir leur grand-mère. C'est pas facile. L'autre, son enfant devait être à la maternelle, il ne peut même pas. Même la santé, même, il n'a même pas. Et le dernier aussi là, il lui faut manger. Même le col-box, je ne fais plus. Parce que ça a chuté. Et l'enfant doit manger à tout moment. Il doit aussi s'habiller comme les autres enfants. C'est ça qui me fait mal. Ça me fait mal. Leur maman est invisible. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas stable mentalement. Elle n'est pas stable. Ok. Alors, Emmanuel, votre nièce est pratiquement dans la même situation depuis 2014. Depuis qu'elle a découvert que son époux
a fait des enfants, 3 enfants en tout cas. Depuis que sa bonne est devenue depuis que sa bonne l'a remplacé dans son ménage, même pas ils sont pas. Ma nièce est rentrée dans la maison familiale à Bafoussam, alors que le mari a combat avec ses enfants. Elle n'a même pas accès à ses enfants. Un des premiers problèmes, c'est qu'elle ne parvient pas à saluer ses enfants. Quand leur grand-mère leur rend visite, une fois par trimestre, elle arrive au collège, le directeur du collège lui donne quelques minutes, les enfants viennent la saluer au bureau et puis elle rentre. Donc, franchement, elle reconnaît quand même ses enfants. Oui, disons que quand elle dialogue avec certaines cousines, certaines de ses cousines les plus proches, sa préoccupation c'est que franchement, elle est bébé, donc son enfant ne peut même pas lui donner de l'eau. Parce que comme je vous dis, bon, le dialogue ne peut pas... Quand vous lui posez une question, elle peut vous répondre. Quand elle est de bonnes humeurs, mais généralement, vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer. Ainsi de suite, vous voulez me tuer. Je sonne la cloche. Je sonne la cloche, vous voulez me tuer, ainsi de suite, des choses comme ça. Donc il n'y a pas... Elle n'est pas cohérente dans... Quand elle est tranquille, elle peut être là avec vous. Tout ce que vous dites, elle ne rit pas, elle ne contribue pas, donc elle ne discute pas. C'est comme ça qu'elle est. Elle vit en famille ou alors elle a trouvé un autre endroit pour vivre? Elle a disparu du 1er septembre au 31 octobre. C'est quand elle arrive ici qu'il l'arrête par force. Elle m'a mordu partout. Je l'ai amenée à la Quintini. Je crois que c'est ce qu'on a fait à la Quintini qui l'a un peu apaisée. Elle est rentrée rencontrer sa maman à Bafoussam. Mais c'est une fille qui avait son logement, qui louait sa maison. Elle a complètement ignoré tout ce qu'elle a. Elle est rentrée rencontrer sa maman. Son quotidien est compliqué? Je dirais très compliqué. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je sais que ce n'est pas la jeune fille que j'ai connue. Ce n'est pas la fille que j'ai connue. Quand je vous dis qu'elle a fait son stage en 2000 au Brasserie du Cameroun, où on l'a proposé même l'emploi. C'est en ce temps-là qu'elle était en fiançailles avec ce gars. C'est même ce gars qui a empêché qu'elle ne travaille au Brasserie du Cameroun. Elle a chômé 5 ans, elle a eu le concours de Léniège. Le gars même n'a même pas voulu qu'on l'intègre. C'est grâce à sa maman qu'on l'a intégré en 2009. Le gars est compétent, c'est-à-dire que le gars... Et c'est un docteur de son état, il est enseignant des universités. Je ne sais pas pourquoi il nous pollue la vie comme ça dans la famille. Est-ce qu'elle cherchait souvent à rencontrer son époux? Ou elle a carrément oublié? Carrément. Bon, parfois quand elle est contente, elle dit que elle peut un peu prononcer son nom. Mais elle parle de son mariage, des bons moments? Si je peux vous dire que ce mariage s'est passé à la commune rurale de Bafoussam, on a célébré ça à l'hôtel de l'unité à Bafoussam, et que quand je vois tout ça, si vous voyez les photos d'antan de cette fille et celle d'aujourd'hui, vous allez comprendre que vraiment, parfois, ça ne vaut pas la peine de vivre. Est-ce qu'elle est devenue comme ça parce que elle a découvert que sa fille de maison était devenue sa co-épouse? Je crois que ça a c'est à cause de ça? Ou simplement il y a autre chose? Ça a contribué à 100%. Je suis même certain que c'est à cause de ça. Parce que c'est une fille, quand elle prenait ses vacances, elle rendait visite à tout le monde. Elle venait même chez moi ici à Douala. Il y avait, c'est-à-dire, elle avait même des projets. Mais aujourd'hui, elle est souvent, c'est-à-dire, quand la famille est là, elle va aller chercher son coin là-bas. Dites tout ce que vous voulez. D'ailleurs, même, il faut être heureux qu'elle soit là ce jour-là. C'est-à-dire que s'il y a un événement, il faut avoir la chance qu'elle vienne même au lieu. Elle disparaît souvent, elle fait des fugues? Pour la disparition, je vous dis que elle a dormi dans les moustiques pendant quand il est attrapé là en octobre, elle était complètement galeuse. Il y avait le sable dans les cheveux, vous sentez quelqu'un qui a fait des mois sans se laver. Bon. Quand on a essayé de faire ce qu'on a fait à la Quintini, elle est rentrée. Bon. Tout ce que je sais, c'est que quand on m'a invité à cette émission, j'ai demandé si on pouvait venir là rencontrer. Elle a dit que non, pardon, restez tranquille. J'ai pas besoin. Donc s'il faut même quelque chose... Est-ce qu'elle savait que c'est pour une émission que... S'il faut même quelque chose, il faut vraiment que les gens de bonne volonté l'arrêtent. Parce qu'elle ne se croit pas malade.
Mais tout le monde qui l'a connu sait que ça ne tient pas. Parce que quand elle veut marcher, elle commence à marcher. Quand elle veut, elle est solide. Elle peut vous promener dans tout Douala là en un jour, sans savoir où elle va. Quelqu'un que je connais à Bafoussam, il me met au carrefour, il la voit en train de partir avec un sac. Je cours l'attraper, elle dit, ah, elle est même d'abord venue en souriant. Après, elle a commencé seulement à partir. Quand elle dit, vous voulez me tuer, en marchant en allant vers Yaoundé. C'est quelques jours que j'entends qu'elle est encore rentrée sur Bafoussam. Donc c'est une situation assez grave, assez compliquée quand même. Elle ne reconnaît plus la famille, elle vit presque seule dans son coin, elle ne discute avec personne. Non, pour la reconnaissance de la famille, elle peut appeler le nom de tout le monde, mais je vous dis qu'elle ne dialogue avec personne. Donc elle peut t'appeler par ton nom, mais il n'y a plus comment ça va, comment va-t-elle, ainsi de suite. Ça, elle est sortie de ce comment dirais-je, elle est sortie de ce jargon-là. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Oh, si c'est que on pouvait la permettre de voir ses enfants, au moins. D'abord, parce que je sais que c'était même d'abord sa première préoccupation. Parce que je ne comprends pas comment une femme qui a fait 5 enfants avec un monsieur, le monsieur prend les enfants, il claque carrément la porte. Quand elle va rendre visite, quand elle est partie rendre visite, elle a dormi à la véranda pendant que ses enfants étaient dans la maison. Et sa bonne a lavé les assiettes, il lui a versé de l'eau. Il vous dit sa bonne, c'est une affaire vraie. Je crois que je suis à Equinox, vous avez des moyens pour vérifier ce que je vous dis. C'est un gros scandale. Est-ce qu'il est possible de la sortir de cette situation? On peut lui parler oui, qu'elle retourne à la maison? Je crois que les spécialistes sont capables, mais elle ne croit pas qu'elle est malade. Parce que là, pour elle, elle ne croit pas qu'elle est malade. Puisqu'elle a tout abandonné, elle n'enseigne plus. Elle dit elle m'a dit qu'elle n'était plus au niveau de la craie. Pendant que nous étions au cabanon, je suis entré là, on s'est assis pour les gens là qui connaissent. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait de la rentrée scolaire? Il dit, non, je ne tiens plus à craie, hein. J'ai été nommé. Les nominations d'hier soir. Alors qu'on était déjà 8 jours à la Quintinie. Il dit que les nominations d'hier soir, j'ai été affecté au lycée de Yom. Puisque quand elle a fini avec ses études, en attendant l'intégration, elle faisait la vacation là. Et elle a fait la vacation au lycée de Yom. Elle me dit qu'elle a été nommée au lycée de Yom. Bon, plus tard, elle me dit non, je suis prix Nobel de la paix, je suis général. C'est vous qui me sous-estimez dans cette famille, ainsi de suite. Bon, des choses comme ça. Et quand elle dit tout ça, vous dites quoi? Qu'elle est normale, qu'elle est stable ou qu'elle est... Quelqu'un qui est normal, qu'est-ce qu'on a pris prix Nobel de la paix? Quelqu'un qui n'a même pas... Qu'elle a fait quel parcours pour devenir prix Nobel de la paix? Elle dit qu'elle est casque bleu de l'ONU. Hein? Elle dit qu'elle est casque bleu de l'ONU, elle est générale, elle est ceci, ainsi de suite. D'accord. Alors, Emilienne, vous avez désormais une charge, vous avez 2 enfants laissés par votre sœur, que vous ne voyez pas, qui vit dans des coins lugubres, elle mange dans les poubelles à Douala. Vous faites 2-3 mois sans la voir. C'est par hasard que vous la rencontrez? Oui, c'est bien par hasard. Et même par hasard, là, si elle pouvait au moins, tu pouvais dialoguer avec elle, oui. Mais là, vous voyez même un petit mot, même le sourire, même il n'y a pas. Donc tout ce que tu peux lui dire, c'est comme si tu parlais au vent. Tu parlais au vent. Il paraît même que parfois même elle se retrouve nue. C'est ceux qui la connaissent qui lui remarquent, même qui lui mettent les habits. Ça fait même longtemps qu'elle n'est pas vue en dehors d'hier là. Donc ça veut même dire que si hier je ne la voyais pas, c'est que je sais que peut-être elle est morte quelque part. Là où je suis même, je me dis que peut-être elle va encore revenir avec un autre enfant. Qui connaît? Qu'est-ce que vous dites souvent à ces enfants? Que leur mère est où? La plus grande, comme elle est un peu bien, je lui dis,
La dernière fois qu'elle est venue à la maison, j'ai pris le courage, je lui ai dit que va à sa maman. Comme je coulais les larmes, elle aussi, elle a pleuré. Je lui ai dit que ça va. Et elle m'appelle maman. J'ai dit que tu m'appelles maman, ça va, non? Que oui. Depuis là, mais le reste là ne connaissent pas. Si peut-être ils ont une imagination, oui, mais ils ne connaissent pas parce que l'autre a trop 4 ans. Et il doit connaître comment. Et l'autre a 1 an, le voilà debout, il va connaître comment. Alors, c'est le dernier qu'elle a accouché Oui, dernièrement. au marché des chèvres. Lui là-bas. Et c'est la police qui l'a aidé. Il l'a accompagné à l'hôpital. À l'hôpital de Dedo. De Nobel. Nobel, pardon. Là-bas. Comment vous faites pour nourrir ces enfants? Je ne sais pas ce que je veux vous dire. Ils ont mangé quoi aujourd'hui? Celui-là n'a même pas mangé, mais le voilà qui dort. Donc c'est Dieu seul qui connaît. Aujourd'hui, je suis sortie, je n'ai pas trouvé. Je sors souvent, je pars chez ceux qui me connaissent, qui me dépendent. Je fais ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, alors, vous souhaitez que les gens vous accompagnent, vous aident, vous soutiennent? oui. S'ils peuvent me soutenir, rien, même les enfants là, si je peux même avoir quelqu'un qui peut me donner même 100 francs pour les enfants là, ça va trop me plaire. Parce que parfois même les 100 francs là, je n'ai pas. Et quelqu'un comme moi qui a eu à toucher et à aider les autres, mais voici, je me retrouve comme ça. Comme ça. Et voilà. L'autre devait aussi aller à la maternelle, comme d'autres enfants partent, même s'il n'a pas de tenue. Mais il est à la maison. Je ne sais pas si l'année prochaine il va aller. Sa mère était au moins à l'école. Il faut que lui aussi, qu'il écrive au moins son nom. Qu'il écrive au moins son nom, même s'il ne va pas continuer comme les autres. Vous êtes sur le plateau de Regard Social et sur le plateau de l'espoir. Il faut garder espoir parce que au sortir d'ici, vous aurez certainement des âmes de bonne volonté qui vont vous venir en aide et qui vont vous accompagner dans cette souffrance, au sortir même de cette souffrance. Merci d'être venu en tout cas sur ce plateau, partager avec ceux qui vous regardent les souffrances que vous avez. Emmanuel, un dernier mot avant de partir? Oh, bon, disons que franchement, mon souhait, ma fille est enseignante. Elle va même perdre son matricule parce qu'elle ne va plus à ses occupations. Si les gens pouvaient l'amener à comprendre qu'elle est malade et se mettre sur soin. Parce que j'ai fait 2 semaines à Sento Banjun en 2015. Le traitement qu'elle a eu là-bas a permis qu'elle fasse l'année scolaire 2016-2017. C'est quand elle a fait les vacances, donc quand elle a donné les enfants en congé en 2017, qu'elle a complètement fondu dans... Jusqu'ici, franchement, je ne sais pas. Parce que depuis la rentrée, depuis qu'elle est partie de la Quintini, je ne suis pas remonté à l'ouest. Je ne sais pas si elle a repris avec ses activités ou pas. Donc si on pouvait... Elle ne se croit pas malade. Donc je ne sais pas si on peut avoir des spécialistes qui vont la ramener, comprendre qu'il faut qu'elle suive. Parce que de temps en temps, même à la Quintini, tout ce qu'on a prescrit là-bas, elle ne voulait même pas consommer. Elle dit qu'elle n'est pas malade. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Très bien. Alors, je vous invite à ne pas bouger. En tout cas, vous allez suivre, bien entendu, un reportage qui a été réalisé durant des semaines. L'équipe de Regard Social s'est rendue dans plusieurs coins de la ville de Douala pour chercher Monique. Monique qui finalement on a pu rencontrer, même si elle ne parle pas. Vous allez voir un peu son quotidien et avec également ses enfants qui souffrent aussi. Comment faire pour les aider? La question reste posée. Sans doute, vous allez
laisser parler votre cœur et apporter quelque chose de positif à cette famille. Je vous invite à suivre le reportage qui a été filmé avec la caméra de Samuel Tchoufa. Dans les couloirs du quartier Noubel à Douala, Emilienne Tekani, la dame qui balade l'un des enfants abandonné par sa sœur, devenue handicapée mentale, dit souffrir le martyr. Ce qui me fait mal, c'est les enfants que ma sœur malade mentale a abandonnés. Et ils ont besoin aussi de vivre. Et ce qui me fait plus mal, il faut qu'ils partent à l'école comme d'autres enfants aussi. Et il manque même parfois à manger. Or que ce sont les enfants, il faut qu'on les nourrisse pour qu'ils grandissent aussi bien. C'est donc en fin 2013 que les déboires de Monique Ngili, la sœur d'Emilienne, débutent avec la rupture brutale de la relation entre son conjoint et elle. Comme si c'était hier. Quand elle est rentrée, elle avait déjà un enfant de ce côté-là. Subitement, elle a commencé à parler autrement. Je lui demande que c'est quoi. Elle me dit que grand soeur, ça ne va pas. Elle dit que quoi ne va pas. Elle dit que mon ami a dit que je ne suis pas une belle femme. Elle dit que mais tu es une belle femme. Subitement, je vois seulement comment quelqu'un me dit que donc tu es derrière elle. C'est là où elle a commencé à me dire de n'importe quoi. Elle parlait de n'importe quoi. Après, elle s'est levée, elle a fui. On est parti l'attraper. Quand on revient maintenant à la maison, on voit que ça devient autre chose. Jusqu'à présent, elle est comme ça. On ne sait même pas comment on peut exprimer cela. Et la voici dans la rue. Parfois elle est nue. Parfois même elle se retrouve dans la poubelle. Tu la vois de ce côté demain, aujourd'hui tu la vois ailleurs. Tu la bien normale comme toi subitement. Une fois tu la vois nue. Et elle est en train de manger dans la poubelle. C'est qu'elle ne mangeait jamais. Ça m'a fait tellement mal que je ne sais même pas. J'ai cru que tout le monde était contre moi. Je sais... Étant dans la rue, tout cet temps-ci, on nous a appelés. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Moi-même, je sais que comme elle mange dans la rue, personne ne peut la regarder. Subitement, on m'appelle, on dit qu'elle a accouché. J'ai même nié. C'est la voisine qui est venue nous dire que ouais, ta soeur a accouché à l'hôpital. Alors qu'elle ne s'était pas vue depuis plusieurs mois, l'équipe de Regard Social décide de croiser les deux sœurs. Nathan est le dernier enfant qu'elle a accouché au marché des chèvres. Alors qu'elle était en travail, elle a été sauvée par les forces de police du 2e arrondissement de la ville de Douala et conduite à l'hôpital du district de du 30 juin 2016. Une certaine Monique a été conduite ici à l'hôpital.
Papa, le commissariat du deuxième arrondissement, elle avait accouché au marché. Elle avait encore placé dans le ventre. Quand elle est donc arrivée à l'hôpital a tout fait pour la mettre hors de danger. Maintenant, il fallait sécuriser son bébé. Et on avait aussi voulu par la suite mettre la fille sous planning familial. Elle a maîtrisé, mais pas du tout facile. Pourquoi? Elle marche comme ça dans la rue, elle marche comme ça, elle sort, elle s'en va, elle revient à la maison, elle peut faire 2 jours. Elle s'en va parce qu'elle est malade mentale. Elle est trouble psychique. Bon, c'est vrai que je ne suis pas bien placée pour le dire, mais je pense qu'elle est malade. Elle était ici, que je causais avec elle. Quand je lui dis qu'elle sait, elle savait, elle était consciente qu'elle a accouché. Qu'elle a accouché. Mais maintenant, quand on lui demande par exemple d'allaiter le bébé, elle les refuse. Elle les refuse. Tu lui dis comment tu vas. Elle ne parle pas. Elle parle quand elle veut. Quand tu lui poses une question, elle ne te répond pas. Elle répondait avec le gestuel. Elle n'est pas violente, mais elle est très réticente. C'est comme ça que je l'ai trouvée. Après qu'on l'ait calmée, après son accouchement, elle n'était pas violente, mais elle est réticente. Ça veut dire tu parles, elle ne répond pas. Tu parles, elle ne répond pas, elle te regarde. Et quand tu parles de l'enfant, tu vois, elle commence à coopérer. Tu lui dis que tu as accouché l'enfant, l'enfant est né, elle fait comme ça. Et quand on a même laissé l'enfant là-bas chez eux, elle passait de temps en temps, elle regarde l'enfant et elle s'en va. Et elle était très bien. Elle allait à un mariage, elle allait vivre avec un monsieur. Où elle a eu, je crois, 2 enfants. Elle était bien. Un matin, elle a commencé à être malade. Et le monsieur, du coup, a dit qu'elle faisait la folie et qu'elle parte de sa maison. Ça, c'est la version des faits que sa soeur me donne. L'action racontée par le responsable du service social de l'hôpital a été relayée par la majeure de cette formation sanitaire et ses collaboratrices qui se sont données à fond pour sauver la vie du nouveau-né. Nous recevons le bébé Nguini du service de la maternité le 30 juin 2016. On nous fait comprendre que la maman, c'est une malade mentale. Et on l'aurait accompagnée à l'hôpital, on ne sait comment elle est arrivée. Après l'accouchement, donc, et étant donné qu'il est né d'une maman, on ne sait si les visites prénatales ont été suivies ou pas. C'était donc normal qu'on le conduise au service de pédiatrie pour les premiers soins. Exactement. Et sans aucun repère déjà, il a fallu que dans le service que nous déployons nous-mêmes nos efforts personnels pour voir déjà les premiers soins qui devaient être faits. Nous avons fait avec le bébé 2 semaines. Pendant les 2 semaines, il faut préparer le bébé, l'alimentation, il faut faire sa toilette quotidienne. En attendant que la famille qu'on avait pu trouver puisse prendre en charge l'enfant. Bien même quand on l'a retrouvée, elle ne s'est pas vraiment montrée d'accord pour garder le bébé parce qu'elle disait faire le call box. Et qu'avec ces moyens, ces petits moyens, elle ne pouvait pas s'en sortir. Par rapport à ce bébé abandonné, effectivement, l'équipe infirmière de la pédiatrie faisait une rotation sur ce bébé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alimentation du bébé, les infirmières qui devaient travailler prenaient l'enfant globalement en nourrissant, en administrant les soins. C'est comme ça qu'on faisait pendant toutes ces 2 semaines sur cet enfant. On a pris l'enfant en charge parce qu'on savait que la maman était une malade mentale, donc elle ne pouvait pas prendre effectivement soin de cet enfant normalement. C'était effectivement ça qui s'était passé pendant les 2 semaines-là. Au terme de 2 semaines de séjour passées à l'hôpital, la responsable du service social a réussi à joindre la famille de Monique. Et à cette occasion, elle a remis l'enfant à la sœur de Monique. En tant que chef de service de l'action sociale de l'hôpital, j'ai eu à mener des actions qui m'ont conduit auprès de sa famille. Et ensuite, l'enfant a été remis à sa sœur aînée, Tchekani Emilienne.
Et on a beaucoup travaillé avec la famille. Et elle a donc pris l'enfant et je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que le mois dernier même, j'étais avec elle, c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Dans la famille de Monique, c'est le calvaire total. Les enfants laissés par cette dernière souffrent. Ils ne vont pas à l'école, faute de moyens financiers. Je ne peux pas expliquer. Je passe tout mon temps à commander. Je suis devenu plus qu'un enfant. À tout moment, je suis toujours en train de commander. Ça me fatigue même. Je suis tellement fatigué que je ne sais pas quel mot utiliser même. Ce que tu manges. Donc, à tout moment, je suis tout en train de commander pour qu'ils mangent. Même parfois, même le matin, pour manger comme ça, c'est la guerre. Ils peuvent manger une fois. Je ne sais même pas comment ça fait pour atterrir là, je ne sais pas. C'est trop dur pour nous tous. Il faut veiller à la santé des enfants, la nutrition, l'école. L'autre n'a pas pu aller cette année à l'école tout simplement parce qu'il n'avait pas assez de moyens. On fait de notre mieux, mais c'est pénible. C'est très dur pour nous. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de père comme tout enfant, comme tout autre enfant. Ils ne sont pas différents des enfants de la rue. Ils ne sont pas très différents en tout cas des enfants de la rue. Et vu que la maman est malade moralement, et on ne sait même pas qui fait tout ça. Qui l'enseigne, tout ce quand ils le font, ils fuient. On ne sait pas. Il était très gentil. Mais d'un coup, elle a commencé la crise, elle a commencé à lever les habits devant moi. Nous bastonnait ici, j'étais là. On a subi, on la nettoyait là, on la lavait, tout ça devant moi. Quand j'en parle encore, ça me fait encore, ça me rappelle les mauvais souvenirs et je vais commencer à imaginer des choses que j'ai pas envie à vrai dire. Voilà le quotidien de Monique Ngili, qui est la sœur d'Emilienne qui était sur ce plateau. Elle vit dans la rue depuis plus de 4 ans aujourd'hui et durant ces années, elle a réussi à faire 2 enfants, des enfants garçons que vous avez également vus dans ces images. Ces enfants qui ont du mal à vivre, qui n'ont presque rien à manger parce que celle qui leur sert de maman aujourd'hui, elle aussi, elle est pratiquement dépaysée et n'a presque pas 5 francs. Elle faisait un call box, mais aujourd'hui, l'argent est pratiquement parti pour la prise en charge de ces derniers. Alors, nous allons passer à la seconde partie et cette partie nous permet de découvrir sur ce plateau des experts de haut vol, des experts triés sur le volet qui vont apporter leur contribution sur ces différents cas. Et comme vous l'avez constaté également, il s'agit bien entendu de la déception amoureuse à la dépression mentale. Avec nous sur ce plateau, Dr Léon Fozo, vous êtes médecin pédopsychiatre, ancien interne des hôpitaux psychiatriques de Paris. Vous êtes également à la tête d'une association, l'association de lutte contre la toxicomanie et les maladies mentales, auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La dépression nerveuse, paru en 2014. C'est exact. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Je voudrais prendre comme ça un passage de votre ouvrage. Vous dites qu'en page 120, que les jeunes médecins évitent ou alors ont peur de faire des stages en psychiatrie parce qu'ils estiment que c'est un milieu où il y a trop de fous, trop de malades mentaux et à la longue, ils ont du mal à faire des prescriptions correctes pour ces différents cas qui arrivent à leur service. Entre autres. Oui, on n'encourage pas les jeunes à se spécialiser en psychiatrie. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de ceux qui sont censés organiser la médecine
et la psychiatrie au Cameroun. On doit les encourager. Et quand il n'y a pas d'encouragement, quand il n'y a pas de perspective, et ensuite lorsqu'il y a d'autres questions qui s'en mêlent, financières, sociales, ça ne contribue pas à avancer dans ce domaine. Or, pourtant, les malades, ils sont nombreux et ils seront de plus en plus nombreux. Comme je le dis là, c'est une maladie en expansion et les nombreux facteurs qui permettent d'affirmer ainsi sont présents. Et il y a aussi la population camerounaise qui est en expansion. Nous sommes aujourd'hui 20 millions d'habitants et d'après l'Organisation des Nations Unies, en 2050, nous serons 36 millions. On doit faire du travail de prospective. On doit essayer d'organiser les choses avant que les situations ne soient complètement pourries. On ne doit pas attendre qu'il y ait des problèmes pour commencer à y réfléchir. Donc, l'organisation et les soins de psychiatrie, comme de toute la médecine, doivent être quelque chose qui doit être à tout moment pensé, repensé et réorganisé. Alors, vous dites également dans la même page que il y a, en tout cas ceux qui souffrent de la dépression mentale, ne veulent pas le reconnaître et font beaucoup plus recours, ils sont récupérés par des prêtres exorcistes. Les malades, pour la dépression, comme pour d'autres maladies psychiatriques, souvent les malades ne se reconnaissent pas malades. Parfois ils se reconnaissent malades, mais évitent parfois les diagnostics. Donc c'est lorsque le malade se présente au médecin, c'est le médecin qui fait le diagnostic. Le malade se présente parfois au médecin déjà en disant « je ne suis pas malade » ou bien « je ne suis pas déprimé ». Mais alors que tout l'examen, tout concours a montré que c'est quelqu'un qui est très malade et qu'il faut soigner. Là aussi, il faut faire un travail de promotion de la santé mentale pour amener les gens à comprendre que quand on a une maladie mentale, on doit se faire soigner. On ne doit pas, ça ne doit pas faire peur. Dans certains pays, ça arrive même que ce soit les dirigeants qui soient malades et qui l'acceptent. Or, dans nos pays africains, lorsqu'on dit à un dirigeant qu'il est malade, quand un journaliste dit ça, on vous met en prison. Très bien. Nous allons davantage développer tous ces volets tout à l'heure avec nous également sur ce plateau, Dr Jeannette Wogeng Foto. Bonsoir, vous êtes anthropologue et enseignante à l'Université de Douala. Vous dites que vous ne croyez pas en l'amour. Oui, je vous l'ai dit en off quand vous m'avez interpellé. Moi, je ne crois pas aux histoires d'amour parce que ça n'a rien de concret en mon sens. Je ne comprends pas comment, je vous l'ai dit et je vais le redire, comment les gens peuvent prendre leur cœur et le déposent sur la cime d'un arbre et tout charognard qui passe par là va l'arracher et après on va se mettre à souffrir. Je pense plutôt que on peut s'attacher à quelqu'un et puis vouloir faire sa vie avec cette personne-là, mais de là à dire que des histoires comme celles que nous venons de suivre puissent nous rendre fous, personnellement, je n'y crois pas. Mais plutôt plusieurs facteurs qui peuvent entraîner les situations qui sont celles de Monique et la nièce du monsieur. Parce qu'une adolescente, bon, on ne va pas tirer sur la famille de Monique pour dire que on va profiter de votre plateau pour sensibiliser les parents. Parce qu'une situation comme celle de Monique a été favorisée par plusieurs éléments. La précocité de la grossesse, la démission des parents, parce qu'il est quand même inadmissible qu'un parent laisse une enfant
aller s'installer chez un jeune homme et j'entends qu'on l'appelle mari. Quand on dit mari, je ne sais pas s'il y a eu mariage traditionnel entre les deux ou s'il y a eu acte de mariage. J'ai comme l'impression que non. Donc tous ces éléments, et puis le fait qu'elle ait abandonné l'école, on peut culpabiliser quand on se rend compte qu'on aurait dû faire des choix autres. Okay. Et ça entraîne tout ce que nous voyons. D'accord, nous allons revenir sur quelques faits également évoqués par vous. Sur ce plateau avec nous également, il y a Dr Ngandjifna Charles. Vous êtes également sociologue et enseignant à l'université de Douala. Vous croyez quand même à l'amour? Déjà, bonsoir à vos téléspectateurs. Et comme nous sommes dans la mouvance de la nouvelle année, je renouvelle mes voeux à vos téléspectateurs et surtout ceux qui sont sur le plateau. Pour répondre à la question, je pense de mon point de vue, peut-être pas prendre le contre-pied de la collègue, mais je crois à l'amour, déjà dans son essence, soit dans l'approche gréco-latine. Je crois que l'amour, c'est une fusion vers l'âme. C'est en fait une manifestation de deux corps, le dépassement de ce qui est charnel. Donc, en principe, même sur la base religieuse, c'est possible dans une approche améliorative et probatif. L'amour est quelque chose de bien. C'est ce qu'on ressent au-delà de la matière, c'est-à-dire au-delà de ce qui est matériel, donc ce qui est spirituel, ce qui est âme. Donc ça met de côté les aspects intérêts. Donc voilà la vocation essentielle, j'allais dire quintessentielle de l'amour, qui est quelque chose à promouvoir, et je crois que toutes les religions prônent cela, l'amour, mais peut-être ça dépend maintenant de la connotation. Peut-être je crois que les clichés que nous avons vu démontre plutôt l'aspect vicieux de l'homme et établit la tradition philosophique que l'homme est un loup pour l'homme. Parce que dans le premier cas de figure, bon, c'est une qu'on a pris qui, pour parler dans le langage courant, qui tape le dos. Dans un autre cas, c'est une autre dame, mais dans un registre différent, qui est, on peut dire, abusé, peut-être par un homme qui n'a pas effectivement cru à l'amour dont la collègue parle, parce que s'il avait cru à cette fusion spirituelle et cette élévation de l'âme, je crois qu'il aurait fait corps avec celle-là, c'est-à-dire partager son quotidien, même dans la rue, au moins pour la soutenir. Donc je crois que c'est les digressions et les abus qui sont faits autour de l'amour qui ne sont pas bien, mais l'amour sur le plan de sa substance, sur le plan de son essence, sur le plan de sa consistance et de sa quintessence, c'est quelque chose qu'il faut privilégier. Merci, Dr Ngandjifna, merci d'avoir répondu en tout cas à cette invitation. Également, Dr John Jean-Louis, bonsoir, vous êtes médecin neuropsychiatre, enseignant de sociologie à l'université de Douala également. Vous dites que c'est un fait banal. Disons ce que je peux dire au risque de... Bon, on n'est pas encore dans le vif du sujet pour parler de diagnostic, parce que le diagnostic ici n'est pas de l'amour. Mais en introduction, je parlerai de désamour. Désamour, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde l'Afrique traditionnelle au Cameroun, lorsqu'on va prendre une femme, ce n'est pas la personne simplement qui choisit, c'est votre famille qui va chercher quelqu'un et qui rencontre aussi une autre famille. Lorsqu'il y a des problèmes, ce sont ces deux familles-là qui s'entendent, qui s'assoient pour essayer d'aider les amoureux. Ils sont où? C'est d'abord ça la première question. Et puis notre société, on va parler aussi de folie. Lorsqu'on parle de folie, on dit tout le monde est fou. Chacun a ses degrés. J'ai mon degré de folie, chacun a son degré de folie. Cette fille est dans la rue depuis 4 ans. Nous passons tous les jours, nous voyons. Qu'est-ce que nous faisons? Que fait la société? Est-ce que c'est une société normale? Nous sommes encore où en ce moment? Une société qui ne peut pas prendre en charge ses enfants? C'est qu'il s'agit de quel type de société? Et puis, il y a une maladie là derrière. Et ce genre de maladie, lorsqu'on voit la famille, elle n'est pas capable de prendre en charge ce type de maladie. C'est un type de maladie où il faut toute une société pour prendre en charge cette fille, parce qu'on peut la soigner, elle peut guérir. Mais sa sœur que j'ai vue là, avec toutes les charges qu'elle a, elle ne peut pas prendre ça en charge. C'est très difficile. Et pour qu'on arrive dans la rue, il faut une évolution de plusieurs années, des dizaines d'années, pour qu'on en arrive là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Et c'est une maladie chronique. Donc il ne faut même pas s'amuser. Il est temps qu'on la prenne en charge, sinon il y aura... Elle est déjà presque... Elle va dans la désocialisation, la désinsertion sociale. Elle est presque mise de côté. Mais pourtant, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le soir, tous les chats sont gris, on ne sait pas qui vient de faire les enfants.
Très bien, nous allons développer tout cela dans un instant. Alors, docteur Léon Fozo, vous avez écrit en tout cas, et pas forcément parce que vous avez écrit, mais parce que vous êtes pratiquement, vous rencontrez ces personnes qui arrivent chez vous et qui ont des situations différentes. Il n'y a pas que la déception à l'amour, la déception amoureuse, il y a également le stress en milieu professionnel, il y a bien d'autres cas qui permettent à ce que, qui peuvent favoriser en tout cas cette situation. Oui, il y a toute une panoplie de causes qui conduisent à la dépression et aux autres troubles mentaux. C'est à cause de cette panoplie, effectivement, je parle de l'éventualité, de la possibilité de l'expansion. Les problèmes conjugaux sont de toutes sortes et ils conduisent énormément à la dépression. Des problèmes professionnels, il y a des stress dans tous les milieux. Et puis dans une société comme la nôtre qui est en mutation constante, les facteurs varient pratiquement tous les jours. Tout cela sont des éléments importants. Il y a les problèmes de drogue, des toxiques, qui sont également des facteurs importants parce que nous avons une société aussi où le problème de la drogue est devenu énorme. C'est un des problèmes les plus importants aujourd'hui dans la jeunesse camerounaise. Et presque tous les établissements scolaires secondaires en sont atteints. Donc voilà, et il y a aussi d'autres difficultés de la vie. Nous laissons un peu de côté les causes purement médicales, parce qu'il y a aussi des facteurs autres qui conduisent à l'altération du cerveau, des tumeurs, des infections, toutes sortes de choses qui peuvent également conduire à cela. Mais avec l'association de tous ces facteurs-là, nous constatons, et nous le disons, que les problèmes de la dépression aujourd'hui sont en constante évolution, en expansion, parce qu'en augmentation exponentielle, on peut le dire. Donc, il est temps qu'on commence à s'en occuper de façon importante. Et pour ces deux cas, en tout cas, puisque ce ne sont pas les mêmes causes, je pourrais dire, le premier cas, par exemple, celui de Monique, est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui, aujourd'hui, quelqu'un qui est victime de la déception, comme on l'a vu, amoureuse, finisse par être victime de la dépression mentale? Ou alors il y a autre facteur, autre chose qui pourrait contribuer? La déception amoureuse est d'une grande banalité. On en rencontre tous les jours. Et tous ceux qui ont une déception amoureuse, s'ils devaient attraper une dépression, une autre maladie mentale, c'est qu'on le rencontrerait à chaque bout de rue. Quand il y a une déception amoureuse, il faut autre chose pour que ça aboutisse à un problème de maladie mentale. Donc, ce n'est pas le facteur déception amoureuse seul qui est la cause. Il faut déjà voir quelle est cette personnalité qui a une déception amoureuse. D'ailleurs, la déception, c'est quoi? C'est être déçu d'une attente. Une attente qui ne repose pas sur grand-chose. On fait des imaginations. On a vu quelqu'un, on a pensé qu'avec cette personne, on pourrait mener une vie avec des éléments très importants, très positifs. Tout le bonheur du Alors, monde. on construit autour de cela quelque chose d'imaginaire. Donc, ce n'est pas des choses réelles, ce n'est pas des possibilités, c'est l'imagination qui construit. Donc, si, après cette construction-là, mentale, si par la suite, la réalité se présente, elle est autre chose, on doit pouvoir passer dessus. Et c'est ce que font la plupart des personnes. Très bien. Mais d'autres personnes qui ont certaines fragilités ne peuvent pas échapper, ne passent pas facilement, ne traversent pas facilement cette situation-là. Donc il y a autre chose
Il faut regarder autre chose et c'est lorsqu'on examine les patients qu'on arrive à comprendre les vraies causes. Voilà. Alors, docteur Gandjifna, il y a quand même que dans une relation, il y a, comme on le dit très souvent, il y a une personne qui aime plus que l'autre. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à cette dame, par exemple, qui aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a été déçue alors qu'elle s'attendait à vivre la meilleure vie du monde? Bon, vous me permettrez avant de répondre à votre question de vous rejoindre vraiment la bonne analyse qu'a faite le docteur Fulzo tout à l'heure, mais davantage pour prendre un peu de recul par rapport à l'affirmation tout à fait absolue de dire que de la déception amoureuse, on ne peut pas arriver à la dépression, qu'il y ait d'autres facteurs, peut-être accélérateurs de ce phénomène. Je crois qu'elle est un peu absolue, parce que le cas de tout à l'heure est quand même évident. Il faudrait peut-être distinguer entre quelques égarements amoureux ou bien les problèmes, les conflits assez superficiels qui rentrent dans le cadre de l'amour, peut-être faire des avances à une fille, cheminer un bout et puis ne pas s'entendre ou bien en projeter un mariage qui n'a pas abouti. Je crois que ce n'est pas fondamentalement des déceptions, mais des déceptions du genre qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire vous prenez un enfant à 10 ans, c'est pratiquement un enfant, mais qui après 3 ans, 4 ans devient votre coépouse. Donc je crois qu'il y a quand même l'échelle de gradation de ces déceptions-là. Là, c'est un peu comme si c'était votre propre enfant, parce qu'à 10 ans, ça aurait pu être son enfant. C'est un peu comme si votre mari venait plutôt à sortir avec une fille que vous avez eue avant le mariage. Donc, il y a certaines situations telles que nous avons vécues qui peuvent arriver à ce que la personne cible ou bien victime déprime, parce qu'on ne réalise pas l'insanité, on ne réalise pas le niveau de vice qui est arrivé. Donc, je pense qu'il y a quand même des cas qui se rapportent à des rapports amoureux qui arrivent à ce que, bon, on plonge soit dans des dépressions, soit dans des troubles mentaux, ainsi de suite et autres. Bon, vrai. Alors, ça, c'est le cas de la nièce d'Emmanuel, mais je parlais de Monique. Monique qui a quand même, durant ces périodes, quand même 2 enfants avant. J'en viens effectivement à votre réponse. Je crois qu'en matière d'amour, il n'y a pas d'équilibre parfait. Je crois qu'il y a toujours, peut-être que ce sont les Espagnols qui ont eu la bonne logique de dire que bon, l'amour est un peu comme l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun apporte ce qu'il y a. Donc, il y a certes un arrangement, mais c'est un équilibre précaire. Il y a toujours un qui donne peut-être plus, et peut-être c'est pas avec les mêmes capitaux que nous allons en amour. Peut-être le mari a peut-être le capital économique, puisque c'est lui qui ramène. La femme peut-être, bon, c'est une belle créature, ça dépend maintenant de ce qui a été privilégié. Donc il y a toujours quelque chose que l'autre apporte, mais vous savez bien que la balance est davantage, peut être du côté de l'homme, selon que c'est lui qui supporte les charges du foyer. Donc c'est en termes de matérialité, en termes, si je voudrais rentrer dans les sources de la sociologie de la famille, c'est l'infrastructure en fait qui gouverne le foyer. C'est celui qui apporte de l'argent, de la matière, de l'eau et du toit, qui en fait est l'actionnaire majoritaire, pour reprendre quelques termes de l'économie ou bien du management. Donc c'est impossible d'envisager un mariage où la rentabilité à 50%, je ne pense pas. Il y a une dénivellation au niveau du pourcentage. Alors, docteur Fulzo, c'est vrai que je ne voudrais pas revenir sur votre révélation tout à l'heure, mais quand même, c'est une femme. Je voudrais parler du cas de Monique, une femme qui a vécu longtemps avec un homme, qui a fait 2 enfants, et subitement, monsieur lui dit, ça va, c'est terminé, je suis amoureux d'une autre femme. Ça fait quand même un problème aussi dans la tête. Oui, mais moi je ne vois pas vraiment. Moi j'ai eu à rencontrer cette Monique-là du côté du Bonamoussa Dissable avant qu'elle ne donne naissance au bébé dont on parle tantôt. Moi j'avais vu une adolescente, je n'avais pas vu une femme. Mais je ne sais pas quel est son âge, parce que si on n'a pas ces éléments-là... Elle a 34 ans aujourd'hui. Ah, la Monique là, oui, que nous avons vue, ok, bon, elle a un visage d'enfant. Si elle était donc partie... Parce qu'on n'a pas tous les éléments qui ont participé à son départ de l'espace qu'elle occupait. Parce que je pense qu'elle a été dans une situation de concubinage qui n'a pas abouti à une relation maritale. Et lorsqu'il y a des situations comme celle-là, j'ai comme l'impression que les femmes ou les hommes qui se retrouvent dans de telles situations ont peu de centres d'intérêt. Parce que quand on a plusieurs centres d'intérêt,
une relation comme celle-là ne peut pas nous détruire à ce point. Donc il y a forcément d'autres éléments autres que la relation qui existait entre elle et le monsieur. Parce que quand elle part de là, ça veut dire qu'il y a désormais, quand on observe sa famille, on a comme l'impression qu'il y a un peu de précarité dans la famille. Par conséquent, si elle part de l'espace qu'elle occupait avant, il y a le regard que sa famille va porter sur elle parce qu'elle a désobéi, elle est partie sans la bénédiction de ses parents. Elle a abandonné ses études. Et ces deux éléments-là, si vous interrogez les jeunes filles qui à un moment donné pensent qu'elles sont sur le bon chemin, ça les rattrape et il y a du mal à assumer. Donc il faut être suffisamment forte pour assumer cette désobéissance. C'est un échec personnel. Parce que quand on part, on est sûr que non, papa croit qu'il a raison, moi je vais lui montrer que je peux. Ou maman pense qu'elle a raison, je vais lui montrer que je peux. Donc quand on n'y arrive pas, et n'ayant pas réussi à avoir des éléments nous permettant de nous prendre en main, on peut se retrouver très facilement dans des situations comme celle-là. Donc, comme votre émission a un caractère éducatif, il est bon que les jeunes filles vraiment apprennent à rester chez leurs parents. Il faudrait bien, à mon sens, que l'homme se décide à venir se présenter. Docteur John l'a dit tout à l'heure, parce que quand on connaît qui est le parent de la fille, quand on connaît qui est le parent du garçon, dans parent, on ne voit pas l'individu, mais la famille. Mais quand c'est comme ça, les hommes se moquent des filles. Ils savent que comme tu es venu, à tout moment, ils peuvent vous abandonner. Et vos parents aussi n'auront pas de recours. Parce que dans ce cas, on accuse parfois les services sociaux. Le service social au Cameroun est le ministère le plus pauvre. Or, nos problèmes sociaux sont énormes. Le service social ne peut pas, par rapport au budget, je ne défends pas le ministère, mais on parle de la réalité qui est la nôtre, ne peut pas, avec le budget qu'il dispose, résoudre tous les problèmes qui s'opposent à nous. Donc, la famille reste le fondement. La famille ici, ce n'est pas le père et la mère, mais l'espace où nous sommes socialisés, l'espace où on nous prend en charge. Et notre société est très violente. Parce que même la violence qu'on retrouve au quotidien dans notre société peut nous amener à perdre la raison. Parce que comment imaginer? Parce que j'ai été surprise de reconnaître cette femme-là, parce que quand moi je l'ai vue à Sable, elle était toute nue. Elle a même été violentée ce jour-là parce qu'elle s'était assise. On a dû intervenir pour dire qu'on la laisse partir quand elle voudra. Mais imaginez donc les pervers que nous avons dans notre société. Est-ce que c'est un homme qui est dans une secte où on lui a posé la condition d'aller, je préfère dire aller avec une folle pour atteindre les sommets que le diable lui promet, parce que je ne vois pas un homme qui a, un homme qu'on va dire normal, aller, permettez-moi d'être vulgaire, s'envoyer en l'air avec une personne qui n'a pas tous ses sens. Donc, notre société même est à questionner, parce qu'au-delà de cette déconstruction qui est faite, cet abandon dont la pauvre Monique est victime, cet homme-là qui est allé jusqu'à l'enceinte, c'est un problème. En tout cas, on ne sait pas si c'est le seul. Non, peu importe, mais ça c'est la partie visible, parce que la grossesse, plusieurs sont peut-être passés par là, mais c'est la grossesse qui nous montre qu'il y a des hommes qui s'intéressaient à elle. Donc, il est clair que ce sont les pervers, ces gens qui partisent avec le diable dans nos sociétés, qui font des choses comme ça. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des fous. N'allons pas croire que les fous ou les folles... aussi. Non, non, l'Esprit Saint ne peut pas être à l'origine. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, docteur Gadjif, de l'amour. Si on reste même dans la définition de l'amour, l'amour est protecteur. L'amour, si je m'en tiens à votre définition, on ne peut donc pas aimer et participer à la souffrance de la personne qu'on aime. Parce que si on aime, on doit s'assurer que est-ce que ma personne, permettez-moi le terme, a mangé, est-ce qu'elle va bien? Oui, c'est souffrir, ça c'est supporter les difficultés de l'autre. Donc si j'ai un partenaire et qu'il perd son emploi, ben, il est clair que on ne va pas se séparer parce qu'il a perdu son emploi. Ou il y a tellement de problèmes dans notre société. Parce que moi je dis toujours, il est bon que nous restons humains. On va décrier telle situation, mais est-ce que ces situations-là devraient nous amener à la folie? Donc il y a un ensemble de facteurs qui a participé à rendre
a amené ces femmes, la nièce d'Emmanuel ainsi que Monique, à se retrouver dans les situations qui sont les nôtres. Mais par ailleurs, dans les deux cas, il y a des situations à décrire et qu'on emploie les personnes qui sont adolescentes en envoyant ses propres enfants à l'école, c'est un problème. Très Donc bien. nous devons faire attention de part et d'autre. Docteur John, Monique quand même, je voudrais m'intéresser davantage au cas de Monique. Est-ce que le fait d'avoir perdu l'espoir de vivre aisément serait la cause véritable de ce qui lui arrive aujourd'hui? Est-ce qu'elle est folle? On va le dire comme ça. Et disons que nous, les soignants, c'est un terme désuet qu'on n'utilise pas souvent. Oui. Parce que le mot folie, c'est un terme, c'est comme une insulte, c'est un rejet. Nous, on prononce le titre des psychoses. Parce que j'en appelle à toute l'assistance pour qu'on voit le cas de Monique. Parce que c'est trop facile de pointer du doigt l'enfant d'autrui. Oui. C'est toujours l'autre qui a tort, jamais nous. Parce que maintenant que la famille a des difficultés pour entrer en contact avec Monique, parce que sa maladie entraîne ce que les grands spécialistes, comme le Dr Fodzo appellent, la déstructuration du champ de la conscience. Normalement, nous sommes bien structurés, mais quand la maladie est là, vous êtes déstructuré, vous ne pouvez presque plus rien faire. Vous avez vu, l'une des premières a commencé sa maladie après la grossesse. C'est ce que nous appelons les psychoses puerpérales. C'est un énorme stress quand une femme est enceinte, avec toutes les frustrations qu'elle peut avoir. Lorsqu'elle accouche, les maladies commencent. Elle n'est plus protégée par l'excès d'hormones qu'elle a. Et c'est là où l'autre a commencé à 6 mois à faire une crise. Et lorsqu'on loupe ce diagnostic, on ne le soigne pas, on va vers la psychose, vers cette maladie mentale que vous voyez. Et lorsqu'on voit le schéma des familles, au lieu que les gens s'entendent, ils ont passé le temps chacun à tirer sur l'autre. Je m'accroche un peu à ce que disait docteur Fosso tout à l'heure. Elle l'a vu, tout le monde a regardé cette famille qui est diminuée financièrement et qui, elle a pensé qu'en quittant la famille et aller s'accrocher sur quelqu'un, c'était de l'espoir. Peut-être aussi retourner devait être difficile pour elle. Donc, il fallait rester. Je vais aller plus loin pour essayer parce que moi, je ne pose pas le même type de diagnostic. Il ne s'agit pas d'une déception amoureuse ici. Si on va regarder même dans l'histoire familiale, vous allez trouver qu'il y avait des gens qui ont déjà fait ce genre de pathologie. Moi, je mets l'œil du psy là-dedans, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que souvent, vous allez voir, quand vous allez même dans les familles, vous allez trouver qu'il y a les Ménissi, il y a les Kamsi, un certain nombre de choses qui ont déjà fait ce genre de choses. C'est pour ça qu'on dit en Afrique que si tu vas épouser quelqu'un qui est épileptique, c'est que vous n'avez personne dans ce coin-là. Parce que quelqu'un va vous dire que vous voyez, dans ces familles-là, on fait des crises d'épilepsie. Ça vous permet de faire attention. Nous avons inventé ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. Les gens ont commencé à minimiser, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ça a une grande importance. Parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent se retrouver chez des enfants. Et sur un certain nombre de choses. Tout ce qu'il faut par rapport à cette famille-là, ils ne peuvent pas, ils sont dépassés. Il faut de l'aide, il faut beaucoup d'aide. Les maladies mentales, ce n'est pas la rigolade. Ce sont des traitements. C'est-à-dire que ces jeunes dames-là vont être traitées presque toute leur vie durant. Il n'y a rien à faire. Il faut les soigner. Parce que, vous avez vu, on vous a dit que lorsqu'on commence le traitement, ça va mieux. Lorsqu'elle arrête, il y a la rechute. Et n'oublions pas que nous sommes l'anthropologue va bien nous dire, dans un champ de culture. La folie de l'autre entraîne un certain nombre de pensées. Et vous avez dit tout à l'heure que le fait de regarder... Est-ce qu'on l'a vendu dans sa famille? Sans rien faire, c'est que tout le monde... C'est chacun qui dit que c'est l'autre qui a fait X, Y, Z. Or, ce n'est pas toujours... Mais personne n'achète une maladie quelque part. Lorsqu'on est malade, on a besoin de soins. Ça peut être au mois de mai dehors, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas juger, il faut soigner. Le problème souvent, ce sont les structures que nous n'avons pas beaucoup par rapport à ce genre de choses. Alors, c'est le cas de Monique et tel que vous l'expliquez, mais celui de la nièce d'Emmanuel n'est pas de la même façon parce qu'elle a élevé pratiquement une fille chez elle qui est devenue plus tard sa coépouse. Ça, c'est très bien. On a bien posé la question. Et le docteur Fodzo vous a bien répondu qu'il ne fallait pas simplement un facteur de stress. Un facteur de stress seul parce que, attends, qui ne tape pas le dos de qui? Hein? Si c'est l'histoire de taper dos, je pense que les musiciens nous chantent tous les jours que c'est mauvais. Même dans les religions, on vous dit que ça va. Lorsque vous êtes éprouvé par le feu, si vous êtes la paille, vous brûlez. Et si vous êtes dehors, vous brillerez encore un peu plus. C'est pendant les épreuves qu'on essaie de voir qui on est en réalité. N'oublions pas qu'il y a des gens qui sont nés avec... La cinquantaine vit les pires moments de son existence sur Terre.
Sa fille, âgée de 7 ans, est désormais handicapée. Sa jambe gauche a été amputée alors que la cause semblait banale au départ. C'était en décembre 2016. Le 23 décembre 2016, l'enfant s'est levé le matin. Il a dit que papa, j'ai rêvé quelque chose a piqué mon pied. Il dit que piquer ton pied comment? Il m'a dit que piquer, ça me fait mal à l'intérieur, ça me fait mal. Il dit que non, mais bébé, vraiment, quelque chose te pique dans la nuit comme ça, là, vraiment, ça se passe alors comment? Il m'a dit qu'elle ne connaît pas. Depuis ce jour, elle a commencé toujours à pleurer, toujours. Je l'ai amenée à l'hôpital 2 jours après. Elle pleurait toujours, je l'ai amenée à l'hôpital. J'ai maintenant j'ai rencontré le docteur. Il a donc fait les examens. Il a prescrit les remèdes. Il a dit, bon, arrive à la maison, tu commences à faire le pansement humide. Tu attaches le pied avec une bande. Chaque fois, tu verses de l'alcool. Chaque fois, tu verses de l'alcool. Si c'est l'abcès, ça va mûrir à l'intérieur et se pexer. Célestin dit avoir respecté à la lettre les prescriptions du médecin. Mais la solution n'a pas été trouvée et le pire est arrivé. Ça a monté une grosse bouche, mais ce n'est pas percé.
avant la maladie est aujourd'hui relégué au second rang. Regardez, l'enfant déjà tout pourri. L'enfant est tout pourri. L'enfant est tout pourri. Je suis en train de demander à mes frères l'aide pour que je puisse aider cet enfant, pour que je puisse sauver cet enfant. C'est depuis 2016 que le match a commencé. Je suis dehors avec elle. Et je ne fais plus rien. Et je me disais que vraiment qu'on va amputer, son mal devait s'arrêter. Ça ne fait que s'empirer, ça ne fait que continuer. Ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer. Je suis malade. Que les gens m'aident. Que la maladie n'a pas. Tout le monde qui me regarde. Pardon, aidez-moi. Très bien, vous avez suivi en tout cas ce reportage. Voilà 2 cas en tout cas pour cette autre édition de Regard Social. Ce sont des enfants qui n'ont pas demandé à naître mais qui ont des situations aussi dramatiques. Donc nous disons déjà merci à ceux qui ont commencé à contribuer et ceux qui continuent d'ailleurs de le faire parce que nous savons que vous avez la main sur le cœur et que vous pensez à ceux qui sont sensibles. Alors sur ce plateau, Irène Tembe, bonsoir. C'est pour avoir une idée sur les contributions de ces 2 cas évoqués. Tout à fait. Les différentes contributions que nous avons reçues depuis le 26 janvier sont les suivantes. Le temps d'avoir de mettre en fonction votre micro, je voudrais rappeler que vous êtes avec nous sur ce plateau et nous aurons sûrement des ajouts dans le cadre des contributions des uns des autres concernant les 2 cas, les cas qui ont été évoqués dans ce reportage. Oui. Les différentes contributions sont les suivantes. Manœuvre à Mediazen, 4 000 francs. Joie-le Larissa, 2 000. Kameni Alphonse, 5 000. Ketcha Zachary, 20 000. Un bienfaiteur, 10 000. God Foundation, 50 000. Richard Walla, 5 000 francs. Un couple chrétien catholique, 50 000. Un bienfaiteur, 12 000. Une bienfaitrice, 4 000 francs. Très bien. Alors, nous allons revenir à vous dans un instant. Le temps de rappeler que ces cas concernent bien sûr 2 enfants. Vous avez vu une fillette de 7 ans qui a une jambe amputée à cause notamment de la maladie qu'elle a eue. Et ce sont des cas de cancer. Et ce tout petit garçon également qui a un cancer au niveau de l'œil. Donc ce sont des cas qui nous interpellent nous tous. Et nous savons bien que nous devons en tout cas apporter quelque chose de positif, c'est-à-dire aider pour trouver des solutions à ces différents cas évoqués chaque fois dans le cadre de l'émission Regard Social. Et nous aurons davantage des contributions des associations ce soir qui vont également contribuer, comme vous aussi, et même ceux qui sont hors du pays qui contribuent également. Nous vous disons déjà merci et dans un instant nous allons recevoir une fois encore Irène Tembe qui nous donnera le point sur la situation financière concernant justement ces 2 cas, les cas de ces enfants qui continuent de défiler sur votre petit écran. Vous voyez d'ailleurs les parents qui sont dépassés par cette situation et qui vous présentent leur cas et ont besoin de vous, de nous tous pour aider ces différents enfants qui n'ont pas demandé à naître.
Très bien. Alors, c'est ce parent qui est donc dépassé par le comportement, la maladie de son enfant, et qui continue bien sûr d'expliquer ce qui est arrivé à sa fille. Et tout est parti selon bien sûr ce parent-là d'un petit bouton au niveau de la jambe et qui a pris du volume et s'est transformé en une sorte de gangrène. Et finalement, il y a eu donc amputement de la jambe de cette fillette. Alors, Irène Tembe est à nouveau avec nous sur ce plateau. C'est pour donner le point, pour faire le point sur la situation financière. Tout à fait. Je continue. Famille Sony, 16 000. Madame Bakop Emile, 15 000. Kenny Foudier Landry, 10 000. Monsieur Takam Victor, 2 000. Louise, 10 000. Denis Mambo, 2 500. Un bienfaiteur, 2 000. Une bienfaitrice, 10 000. Famille Dimo, 5 000. Mireille, 10 000. Une chrétienne de l'église évangélique, 20 000 francs. De Gaugertreux, 10 000. Victor, 10 000. Madame Pluchéry, 24 000 francs. Madame Guéa de Noubel, 10 000. Cuaté Serge Patrick, 20 000. Une chrétienne de la paroisse Dominique Savio, 20 000 francs. Une bienfaitrice, 20 000 francs. Rose Eno, 20 000. Mireille, 10 000. Kumbundi, 10 000. Nasser, 50 000. Josie, 50 000. Une chrétienne de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation Bonamoussadi, 25 000. Chimène, 3 000. Un bienfaiteur, 10 000. Tata Victor, 2 000. Kadjo Romial, 10 000. Monsieur Edjonga Dieudonné, 5 000. Niek Joseph Cyril, 10 000. Monsieur Woksou Gemakwe Jules Bertrand, 10 000. Madame Kouedi Flor Nadine, 2 000. Chameni Marie Gisèle, 10 000. Alain Patrice, 5 000. Belo Minam, 2 000. Madame Gobatoum, 10 000 francs. Un couple à Limbe, 10 000. Dago Gires, 10 000. Bienfaiteur de Bonabéry, 20 000. Famille Pemabou de Bouddha, 10 000. La famille Sona à Loum, 5 000. Merlise Makungum, 5 000. Bienfaitrice, 29 000. Bienfaitrice, 10 100 francs. Enfant de Dieu, 12 500. Elon Tony, 10 000. Famille chrétienne de Bafoussam, 4 000. Famille Chamgwe, 10 150. Monsieur Yeta, 1 500. Koto, 10 000 francs. Manve Bianda, 5 000 francs. Maman Jeannette, 3 000 francs. La famille Chokam à Bonabéry, 4 étages, 4 000. Une bienfaitrice de Banga, 5 000. Bienfaiteur de Bana, 10 000. Dodo La Joie, 5 000. Monsieur Dinambo, 20 000. Anse de la Damawa, 20 000. Une bienfaitrice Banga, quartier 7, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaiteur de PK17, 5 000. Baba Guida dans l'arrondissement de Bankini, 5 000. Mbongono, 5 000. Bienfaiteur, 5 000. Joël Paulin, 20 000. LGS, 10 000. Bienfaiteur PK19, 5 000. Zima Jeanne, 2 500. Un chrétien de Makepe Maturité, 2 000. Kenye Adeline, 5 000. Bienfaiteur à Bouddha, 5 000. Koloko William Tolbert, 20 000 francs. Rodriguez, 5 000. Mba, 20 000 francs. Bienfaiteur de Kribi, 10 000. Nienga Hervé Bonabéry, 7 000. Alex et Myriam de Boya, 4 000. Doum, 3 000 francs. Mukende, 5 000. Tagam, 5 000. Elundu, 2 500. Chindebe, 2 000. Sunusi, 20 400. Miechop, 5 000. Tameze, 3 000. Bienfaiteur anonyme, 60 000. Une coiffeuse de Bafoussam, 2 000 francs. Famille Djipoukouyou, 10 000 francs. Ghislain de Bonamoussadi, 2 000. Bunda Paul, 2 000. Famille Kamto, 20 000. Famille Dibako, 10 000 de Limbe. Gami, 2 000. Tatiana Boya, 5 000. Famille Melon, 3 000. Une bienfaitrice, 2 000. Madame Alice, 2 000. Monsieur Emmanuel de Bonamoussadi, 40 000. Un chrétien de l'Assemblée Maranatha, 20 400. Noubomfo Kakadis, 10 000. Bienfaiteur, 10 000. Bienfaiteur de Limbe, 5 000. Monsieur Ngongang de Aloïs Bonabéry, 3 000. Monsieur Fongang Marie-François, 50 000. Innocent, 5 000. Api, 10 000. Jacqueline Kouamoula, 2 000. Famille Touko à Yaoundé, 100 000. Christophe Ngueche, 2 500. Un bienfaiteur, 10 000. Stéphanie Chamba, 3 000. Bienfaiteur, 2 000. Doris Nadine Chacha, 10 000. Hugues Sandri Djou, 15 000.
bienfaiteur 25 000. Wandi Chamba 25 000. Une personne anonyme depuis Mbata de la Guinée équatoriale 10 000. Madame Wana Doris de Ndokpasi 3, village 3 Bordel 10 000. Kamte 4 000. Une chrétienne 10 000 francs. Bianon 10 000. Youfe Bob Jean Raymond 10 350. Jérôme Francis Bieda 2 000. Famille Koyeb de Ndokpasi 3 000. Tatiana Chim Chouam Simo 5 000. Chouameni Chokwam 5 000. Jean Raymond à Galim Bouddha 10 000. Pluchérine Guabé en France 62 643 francs. Chamgwe Marcel de Manjo 20 000. Kwame Kruma Changé de Bruxelles 12 798 francs. Bienfaiteur anonyme 15 000. Un citoyen camerounais vivant à Yaoundé 6 000. Étudiant à Boya 4 000. Nana 500. Wachu 10 000. Maguelon 2 000. Zébazé 2 000. Don Fakbouna 1000 francs. Mambo à Goufan 2 000. Une famille à Bafoussam 20 000. Gourou 2 000. Elon Tony 10 000. Simon Bertrand 10 000. Madame Gouem 5 000. Germaine Goda 2 000. Famille Lorbetedi 5 000. Famille Niadja 10 000. Fabrice de Niala 2 500. Kameni épouse Long 15 000. Christelle 3 000. Derou 500. Game Yinga 5 000. Chiokem 500. Famille Kamdem à Yaoundé 30 000. Bienfaitrice 5 000. Nana 2 000. Bienfaitrice 5 000. Nyobe 3 000. Ngokwedi 2 000. Chana Tekam 10 000. Kamga 2 000. Madame Clarisse 50 euros. Bébé Kameni Djenge William 5 000 francs. Bébé Banya Amayene Eden Française 5 000. Madame Basse de Koto 50 000. Franck 15 000. Tchomo Cécile 50 000. Famille Legop 20 000. Bienfaiteur de Bafoussam 15 000. Famille Koueche 100 000. Éric Bonnier 3 000. Monsieur Fongang Laurent 5 000. Un bienfaiteur 1000 francs. Une bienfaitrice 5 000. Mama Yoyo 5 000. Gamaka Myriam 5 000. Une chrétienne de Bonaloka 4 000. Lemazok Jacques Joseph 5 000. Bienfaiteur 5 000. Jeanne 10 000. Une chrétienne d'Edea 10 000. Fedgo Elisabeth 30 000. Un bienfaiteur de Sam 50 000. Alice Do Familis 65 000. Bienfaitrice 5 000. Âme de bonne volonté 5 000. Obem Dagnès Akbor 20 000. Yannick Chiwa depuis Dubaï 20 000. Marcel de Bonamoussadi 55 000. Songe Viviane 30 000. Les amis des Fata 55 000. Emmanuel du Gabon 80 000. Kamdem 4 000. Paulvin Peuple 2 000. Cynthia 2 000. Mani de Locpom 3 000. Delphine 7 500. Kamcho Rosaline 5 000. Bienfaiteur 20 000. Manikem Doumbé 5 000 francs. Une bienfaitrice 10 000. Chrétienne 5 000. Mama Irène 5 000. La famille Fosso de Bepanda 10 000. Chrétienne de la CIATV Bonanjo 20 000. Bienfaiteur 20 000. Bienfaitrice de Nialaray 3 000. Famille Capi 90 000. Vogo 10 000. Monsieur et Madame Namedjou 25 000. Une bienfaitrice de l'ancien aéroport 5 000. Gabriel Asabachi 6 000. Goufar Justine 8 000. Boakop Pierre 25 000. Mchou Alice 3 000 francs. B Pierre 10 000 francs. Une famille de Bamenda 100 000. Bienfaiteur 15 000. Chenang Gongang des États-Unis 51 075 francs. Une chrétienne de Kotko 6 000. Famille Diola 10 000. Huguette Kenfak 5 000. Nenkem Casimir 2 000. Madame Loé 10 000. Monsieur Kene 5 000. Bienfaitrice 1000 francs. Bienfaiteur 9 500. Une bienfaitrice 20 000 francs. Une chrétienne de Bonabéry 15 000. Monsieur Aono 5 000. Landry Loïc 1000 francs. Stéphanie Yossa de Banengop à Bafoussam 5 000 francs. Un bienfaiteur de Mombo 5 000. Une bienfaitrice 3 000. Un bienfaiteur 1000 francs. Une bienfaitrice 30 000. Taillenou Monté 10 000. Une bienfaitrice 10 000.
Temgua, 20 000 francs. Une bienfaitrice, 30 000. Une bienfaitrice, 1 500. Un bienfaiteur, 2 000. Famille Zouoke, 10 000. Famille Eba Joseph, 5 000. Une bienfaitrice de Bafoussam, 4 000. Monsieur Sop, 10 000. Bienfaitrice, 20 000. Bienfaitrice, 10 000. Bienfaitrice, 7 000. Bienfaiteur, 2 000. Bienfaiteur, 2 000. Une maman et sa progéniture, 10 000. Une chrétienne, 8 000. Maman Yoyo, 10 000. Aimée, 100 000. Maman Philomène, 6 000. Honorine, 8 000. Famille Tandonsa, 2 500. Dieu Gachua, 5 000. Maman Anna, 10 000. Aivo, 10 000. Bienfaitrice d'Allemagne, 15 000. Une chrétienne, 2 000. Une chrétienne de la paroisse pilote aidée à 2, 10 000. Awoken Grâce, 3 000. Moukam Isidore, 15 000. Un chrétien 105, 10 000. Madame Adja de Japoma, 2 000. Monsieur Toko depuis Montréal au Canada, 100 000. Des étudiants en Allemagne, 200 000. Tamo Chumbu, 3 000. Tchafar Josiane Laurel, 5 000. Eli Kouma à Bata en Guinée, 15 000. Bienfaiteur, 10 000. Monsieur Fomo, 2 000. Groupe CEFOP pour Renaissance, 30 000. Une chrétienne de Colbon, 50 000. Japon Dunke, 2 000. Yagwe Dorish, 2 000 francs. Gilbert Anguier, 5 000 francs. Gekem, 10 000 francs. Taranang, 5 000. Coco Couture, 10 000. Un couple bienfaiteur de Bonapriso, 17 500. Kémonie Karine Laure du Gabon, 15 000. Honoré Chamabo, 10 500. Kweche Alvin, 1 500. Penka épouse Dinenga Elise, 10 000. Sia Wengasa Raïssa, 10 000. Bertrand, 100 000. Nengen Kamdem Dieudonné du Gabon, 20 000. Un bienfaiteur, 3 000. Famille Ngwamba, 5 000. Un chrétienne, 50 000. Une bienfaitrice, 15 000. Marius, 10 000. Christine, 5 000. Association des amis sœurs, 200 000. Jocelyne Sewo, 10 000. Toto Finan de Fidil, 2 500. Monsieur Feulefac, 20 000. Couple Maktoussia de Aïdéa Dizongue, 5 000. Un bienfaiteur à Yaoundé, 50 000. Couple Lipeng, 5 000. Chama de Richard de Logistique Association, 40 000. Mariette, 10 000. Alès de Makepe Saint-Tropez, 40 000. Une chrétienne de Lopom, 16 000. Famille Koutou Kecha, 5 000. La famille Elundu Esala, 5 000. Goumeta Tatiane, 2 000. Momeni Natacha, 2 000. La gloire de Dieu, 5 000. Daniel Madzou, 2 000. Rosa Park, 40 000. Finan Photo Atibati, 2 500. Famille Youdom, 5 000. Chami Vanessa, 10 500. Une personne anonyme du Canada, 20 000 francs. La famille de PK9, 6 500. Un chrétien de Yaoundé, 4 000 francs. Famille anonyme de Libreville au Gabon, 100 000. Goufar Justine, 4 000. La famille Ambé de Makia, 5 000. Bertrand, 500. La famille Kungwa, 5 000. Mama Kati, 10 000. Famille Temgwa, 30 000. Jokem Mireille, 5 000. Doudou Sidouane Silenou, 5 000. Madame Kouagui du point de vente La Cité des Palmiers, entrée des élèves, 20 000. Un chrétien de Vormeka, 20 000 francs. Le groupe Tendo, 65 596 francs. Un parolien de Limbe, 5 000. Gameni Joseph, 20 000. Ngouana Clément 2, 5 150. Kouani Christelle Sandrine, 10 000 francs. Cercle des Amis Solidaires de Mboko, Douala 3e, entrée école, 30 000. Ce qui nous donne, Flavien, un total de 2 877 750 francs CFA. Et il faudrait déjà noter, Flavien, que pendant votre émission, nous avons eu les dernières contributions que vous avez suivies tout à l'heure et nous sommes montés à un total de 3 120 000 francs CFA. Se poursuit avec notamment les contributions des uns des autres. Merci déjà à tous ceux qui contribuent. Et sur ce plateau, nous avons Madame Ledeux Chanceline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes de l'association Dames Dynamiques de la Cité Ange Raphaël. Vous avez également une contribution pour ces enfants? Oui, Flavien. Oui, nous sommes l'association des Dames Dynamiques de la Cité Ange Raphaël. Je suis déjà la secrétaire générale parce que la présidente n'est plus là en personne de Madame Mabo Valérie. Nous sommes un groupe de jeunes dames, 11 dames, qui prônons pour la solidarité, l'entraide et la mutuelle.
Lorsque nous avons... Allez-y. Lorsque nous avons vu le cas de ces deux enfants, c'est-à-dire Diamantine et Raoul, nous avons été tellement touchés de voir des jeunes enfants à leurs jeunes âges qui ne parviennent pas à jouer comme les enfants de leur âge. Par exemple, celle qui a le pied amputé, ça nous fait tellement mal. Celui-là qui a le cancer de l'œil, vraiment, ils font vraiment de la peine à leurs parents. C'est vrai, c'est le cri de cœur, c'est pas grand-chose. Nous donnons juste en signe d'amour cette modeste somme de 100 000 francs pour que ces enfants puissent trouver la joie de vivre, d'être heureux et de s'amuser comme les enfants de leur âge. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Madame Tembe va recevoir l'enveloppe également et présenter le montant. 100 000 francs CFA. Merci à vous, madame. Merci, et juste en face de vous, il y a également madame Ketcheme Jacqueline, qui est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'association Alliance Sœurs Jumelles de la Cité SIC également. Vous êtes sur ce plateau pour la contribution, pour votre contribution pour ces cas. Oui, parce que depuis que nous avons suivi notre fils Amouda, c'est Mamouda. Mamouda. Oui, Mamouda. Depuis, nous sommes vraiment inquiets. Nous avons sollicité aussi venir mettre la main pour que cet enfant puisse, puisqu'il pleure beaucoup pour son école, pour qu'on puisse l'aider, pour qu'il essaie aussi de se remettre comme tout autre enfant et qu'il essaie de fréquenter aussi pour avoir aussi quelque chose dans la tête. Et depuis là, notre association, c'est une association d'entraide. Nous chantons des louanges. Vous entendez, vous voyez aussi le nom Alliance Sœurs Jumelles. Donc les sœurs jumelles, ce sont les femmes qui se regroupent et qui sont soucieuses sur tout ce qu'elles voient tout le temps sur votre écran. Dans le cadre de regard social, bien sûr. Oui, nous avons préparé 200 000 francs. 200 000 francs, c'est oui. C'est votre contribution. C'est notre contribution. Pour le cas de Mamouda. Très bien. Merci également. Alors, Madame Tembe reçoit une fois encore cette enveloppe. 200 000 francs CFA. Merci à vous, Madame Ketcheme Jacqueline. Et merci également à vous, Madame Ledeux Chanceline. Et nous continuons à attendre, bien entendu, les contributions des uns et des autres. Quel est le montant total désormais? En ce qui concerne le cas des enfants atteints du cancer, c'est-à-dire Raoul et Amandine, avec l'apport de l'association des femmes dynamiques de la cité Ange Raphaël, nous sommes à un montant de 3 220 000 francs CFA. Là, c'est le compteur. Nous n'allons pas sortir sans pour autant dire un grand merci déjà à nos frères camerounais de la diaspora qui ont également pensé au cas social de l'enfant sans testicules de Loum. Nous remercions déjà l'association, la communauté des enfants de Loum en France qui a bien voulu apporter la somme de 200 000 francs CFA pour le cas de l'enfant qui n'a pas de testicules qui se trouve à Loum. Voilà déjà le montant qu'ils ont envoyé puisqu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Merci également. Et à côté de cela, il y a également la famille Lemou en France qui a envoyé la somme de 50 000 francs CFA, toujours dans le même sillage, pour le compte de l'enfant sans testicules. Voilà. Voilà qui est dit et c'est le point qui est fait. Merci à vous, Irène Tembe. Merci également à vous, Flavia. Merci aussi à tous ceux qui continuent de contribuer et nous continuons également d'attendre vos contributions par rapport à ces différents cas évoqués dans le cadre de Regard Social. Nous n'allons pas sortir de cette émission sans dire merci à Carlos Minoé, Mitterrand Dam, Eric W. Watat et également Séverin Tchumba et Danny Wines2 qui ont contribué en tout cas à la réalisation de cette autre édition de Regard Social et dire aussi merci à ce grand public qui est venu nous assister ce soir comme d'habitude. Merci à vous, merci également. C'était Regard Social. Bonsoir à tous.
Equinox Télévision.